Autrefois, il y avait des intellectuels haïtiens, n'est-ce pas, qui avaient bien reçu le message de DeWitt Peters. Et quand je parle de DeWitt Peters, je parle de ce qu'il a réalisé, voyez-vous, en Haïti. On peut voir ça. Autrefois, comme je viens de vous dire, l'art était apprécié par des gens intellectuels. Mais quand les journaux de Port-au-Prince, des journaux importants, ont annoncé, par exemple le Nouvelliste, le Matin, et même la Phalange, ont annoncé qu'un Américain du nom de Peters, donc je crois que c'est pourquoi je pense que quand on parle de ce que les artistes haïtiens ont réalisé, on pense souvent à M. Peters, parce que je le considère comme le promoteur du mouvement 44. Mais il y avait quelque chose qui existait quand même avant DeWitt. C'est pourquoi je vous dis qu'il y avait des intellectuels et je vais arriver au point que c'est pourquoi je vous dis que le Matin, le Nouvelliste et d'autres journaux ont supporté l'idée de Peters, n'est-ce pas, de fonder un centre d'art en Haïti. Donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé à en parler dans les journaux, on peut dire. Avant ça, là, il existait, mais il n'y avait pas eu de publicité qui avait été faite autour. Oui, oui. C'est ça. Mais ce qui est important, c'est la reconnaissance que l'art a contribué pour faire du pays, vous voyez? Absolument. Donc, mais on peut dire que ce mouvement, le mouvement du centre d'art, s'est réalisé dans une ambiance fraternelle, je pourrais dire, amicale. C'était comme une grande famille, n'est-ce pas? Et il y avait j'ai toujours suggéré, n'est-ce pas, qu'on rende un tribut, voyez-vous, aux gens qui ont supporté ce mouvement. Je pense souvent à Albert Mongonèse, n'est-ce pas, qui a supporté le mouvement. Il était membre du mouvement aussi. Mais tout se concentre souvent sous DeWitt Peters, parce qu'il a été le fondateur et le directeur fondateur de l'institution. Oui, c'est ça. Et l'histoire aussi ayant été racontée surtout par les Américains, ils se sont concentrés sur la personnalité. Bon, avant d'arriver Bon, ça c'est un peu aussi parce que le Centre d'art a eu le support du département d'État des États-Unis. Il a eu aussi le support du gouvernement haïtien, parce que sans la subvention du gouvernement haïtien, ce serait difficile de payer même le loyer. Mais je dois dire aussi que le département d'État des États-Unis a aussi contribué, n'est-ce pas, à supporter le centre d'art au point de vue de finances. Je comprends. Et quel était le rôle des... Excusez, tu peux poser la question, oui, je vais juste... Excuse-moi, monsieur. Quel était le rôle des supporters, si on peut dire, comme si c'est un club sportif? Non, des supporters haïtiens, par exemple. Et tu m'as parlé de Albert, de... Philippe Tobie-Marcelin. Robert Bossan. Bien. Tous ces gens-là, quels étaient leur Le rôle, eh bien, ils écrivaient. Vous aviez
dans les colonnes de certains journaux. Voyez-vous, chaque semaine, vous aviez un rapport Des et un activités. commentaire, n'est-ce pas, sur ce mouvement. Très Et bien. cela stimulait beaucoup son fonctionnement. Certainement, oui. Mhm. Mais maintenant, je sais, puisque tu me l'as raconté, mais j'aurais aimé que tu racontes pour nous ton implication avec le Centre d'art dès le début. Comment ça s'est passé? Bon, je dois dire tout d'abord que je suis né en République dominicaine. Donc je pourrais dire que ma langue maternelle n'est pas le français ni le créole. Ah, donc c'est pour ça que c'est Antonio et pas Antoine. Exactement. Donc, justement, alors, j'ai dû apprendre beaucoup de choses, mais quand j'ai vu paraître sur les journaux qu'un Américain allait fonder un centre d'art, moi qui avais des aptitudes pour l'art, je suis allé voir Peters pour lui demander de me faire inscrire comme élève. Et c'est ainsi que j'ai commencé. Mais je dois dire que Peters m'a toujours considéré comme la première découverte du centre d'art. Pourquoi? Parce que quand l'annonce qu'il allait fonder un centre d'art est apparue en 1943, à la fin de 1943. Peters est arrivé en Haïti au début de 1943. Alors quand je suis allé le voir pour me faire inscrire comme élève, il m'a dit les inscriptions ne sont pas encore commencées, revenez l'année prochaine. C'est ainsi que je suis arrivé au centre avant l'ouverture du centre d'art. Donc en fait, la première recrue, c'est toi. Et alors on me considère toujours comme vous dites, bon, il parle de découverte, parce qu'il y a eu tellement de talents qu'on ignorait, voyez-vous. Et donc, c'est ainsi qu'il m'a... Je me souviens très bien qu'il m'a dit, mais montrez-moi ce que vous faites. Alors je lui ai montré quelques dessins à l'aquarelle sur du papier, support papier. Donc, et puis, pardon, excuse-moi. Et puis, il a commencé, parce que c'est lui qui assurait les cours. Il y avait des Haïtiens comme Lucien Price, Tamara Bossan, et Naudet, André Naudet. Tous ces gens-là venaient faire des cours au centre d'art bénévolement. Donc on peut voir quel esprit animait ce mouvement. Absolument. Donc il y a tellement de choses à dire. Mais tu disais, je voudrais que tu t'étendes un petit peu là-dessus, que tu lui as apporté des aquarelles, quand tu as apporté des aquarelles pour les montrer à lui. Oui, quand donc, il a... Ça, c'est des choses que donc tu avais appris à faire ça tout seul. Tout seul. Donc, au moment où tu lui as montré ces choses-là, tu n'avais pas de formation formelle. Yeah. Alors, il a commencé par me... Et qu'est-ce qu'il t'a dit que tu les as vus? Il a commencé par me donner quelques notions de dessin. Parce que le dessin, c'est très, très important dans cet art-là. Absolument. Donc, mais il avait quand même ensuite, aimé les premières choses que tu lui as montrées. Bon, je ne sais pas. Tu ne sais pas, il t'a pas dit. Mais j'apprécie beaucoup la façon dont il a commencé. Oui. En me initiant au En dessin. te guidant, oui. Donc, ensuite, il y a une autre chose qu'il a faite aussi. Il m'a appris la technique de l'aquarelle. Ah, d'accord. De l'aquarelle, mais il a trouvé ma peinture un peu monochrome.
Ah, d'accord. Donc, il a essayé d'enlever, de bannir le noir de ma palette. Vous voyez? Alors, mais j'ai fait un mélange pour remplacer ce noir qu'il avait enlevé de ma palette. J'ai fait un mélange de deux couleurs, la lizarine, crimson, et le véridian. Alors, de ce mélange, j'ai eu une couleur qui pouvait vraiment exprimer mes sentiments, ce que je sentais. Vous voyez? Très bien. Parce que c'est très important de réfléchir et comment rendre ce que vous sentez. Absolument. Vous voyez? Très Donc, important pour il un y a- artiste. Alors, et puis les choses ont continué, mais j'ai eu souvent des conversations avec lui qui sortaient du domaine de l'art. Par exemple, il y avait un mouvement en Haïti où Émile Saint-Lô, grand sénateur de la République, qui parlait très bien, etc., il y avait d'autres politiciens qui avaient pris le thème les Noirs au pouvoir. Vous voyez, les Noirs au pouvoir. Et alors, M. Pitès, quand je parlais de cette histoire-là, M. Pitès m'a dit que mais, il y avait un Noir au pouvoir, n'est-ce pas? Donc, on peut choisir un autre type de couleur. Alors, j'ai dit à M. Pitès, mais aux États-Unis, le préjugé aux États-Unis était à son comble. Oui. Vous voyez? Alors, j'ai dit à M. Pitès, écoutez, mais vous pensez que les Blancs aux États-Unis vont accepter un Noir comme président actuel? Et puis, il est devenu rouge, subitement rouge. Et puis, je lui ai dit, il ne m'a pas parlé pendant quelques minutes. Et puis, finalement, il m'a dit, Antonio, qu'est-ce que vous voulez boire? C'était une façon Pour se faire pardonner. justement. Et, Mais ça veut dire que vous aviez vraiment une liberté totale de communication entre vous. Ce qui explique un petit une autre peu. histoire. On voyageait beaucoup parce qu'au centre d'art, on préparait des excursions qui duraient parfois des semaines. Vous voyez, pour peindre. Un groupe d'artistes allait peindre. En dehors de Port-au-Prince, vous voulez dire. Et à la campagne, en dehors de Port-au-Prince. Et au retour, on faisait une exposition de vacances, des travaux de vacances. Et puis, mais je pense que tout ça contribuait à stimuler les gens à travailler. Bien sûr. Donc, une fois, nous avons choisi d'aller à la Souchaude, du côté de Gonaïves. Et puis, nous avons fait ce voyage-là en bateau. Et puis, le sommeil a emparé M. Pitès au cours de route. Et puis, il y avait un naudé, ce qu'on appelle naudé. Et le marin, vent et la pluie. Le marin m'a dit, mais vous qui êtes avec ce monsieur-là, il dort et nous avons de cette place-là pour une manœuvre. Est-ce que vous pouvez le réveiller? J'ai dit ok, et puis je réveillais Pitès, mais c'était une erreur parce que Pitès, quand il s'est réveillé, il m'a dit, mais pourquoi me réveillez-vous? Alors je lui ai expliqué, il m'a dit, mais c'est pas votre travail. Et puis ça m'a choqué. Je me suis mis en colère et puis après, il ne m'a pas parlé, je ne lui ai pas parlé non plus. Et puis après, après un bon moment,
Il est venu avec la même chose. Et qu'est-ce que vous voulez boire, monsieur? C'était sa façon de se sortir de l'embarras. De l'embarras. Donc, beaucoup de choses comiques aussi sont bon. Comment s'est passé le recrutement? Parce que je sais quand même que le centre d'art a découvert des talents un petit peu partout à la campagne et tout. Bon. Je sais que certaines de ces aventures-là ont eu lieu avec toi, tu étais là avec De Witt. Je pense que j'ai lu quelque part que vous avez découvert Georges Liotto ensemble, par exemple. Bon, est-ce que c'est ça ou pas? Toute l'histoire commence après l'arrivée des Cubains en Haïti. Donc c'est après l'arrivée des Cubains que cette recherche de talent a commencé. Je pourrais, pas tout à fait, mais ça a aidé aussi à... Qui est-ce qu'il y avait avant, par exemple, avant l'arrivée des Cubains, qui est-ce qui faisait partie du centre? Quels sont les premiers qui ont commencé avec toi? Les premiers artistes qui ont fait partie du premier noyau, si on peut dire, avant l'arrivée de Pithès. Bon, avant l'arrivée de Pithès, il y avait Joe Ramponneau. Oui. Il y avait Joe Ramponneau, il y avait Lucien Price, il y avait Maurice Borneau, il y avait les Naudé et les Bossans qui ont appris en Europe, n'est-ce pas? Ces gens-là peignaient aussi. D'accord. Il y avait même le révérend Père Parizeau. Ah, d'accord. Peignait. Il y avait un Danois qui faisait des cours de chimie ou physique, quelque chose comme ça, au petit séminaire Martial. Il peignait aussi. Gérald Blancourt. D'accord. Qui encore? C'est très difficile de citer tout ça. Oui, non, bien sûr, mais ça nous donne une idée quand même. Yeah. Et à partir de la visite des Cubains? À partir de la visite des Cubains, les Cubains venaient de réaliser une exposition d'art moderne au musée de New York, qui a eu beaucoup de succès. Alors, par chance, le centre d'art a eu et a montré ses œuvres en Haïti grâce au critique cubain José Gómez Sicre. Et quand un jour le comité du centre d'art s'était réuni, on a invité M. Gómez Sicre à assister à la réunion, et puis Pithès a montré les premiers tableaux qu'il avait récupérés. Et puis quand M. Gómez Sicre a vu un petit tableau de l'ouverture Poisson, qui était un officier d'aviation. Et puis il a vu aussi un tableau de Philomène Aubin. Alors José Gómez Sicre s'est exclamé, mais il faut encourager ces gens-là. Alors De Witt est devenu si enthousiasme, plus enthousiasme même que José Gómez Sicre. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a été au cimetière visiter quelques endroits, et puis on est passé par le cimetière de Croix-des-Bouquets, de la Croix-des-Bouquets. Ah, d'accord. Donc ça a été la première découverte. Et puis il y avait Paul Keen, qui était un professeur, il était mon professeur aussi, un professeur de l'université de Philadelphie. Donc c'était un type qui était très bien préparé aussi. Ils ont vu les croix de Georges Liotto au cimetière. Il a trouvé que ces croix-là représentaient des œuvres d'art. Et c'est à partir de ce moment-là, n'est-ce pas, que Pithès
et a invité Georges Lyoto à venir au centre, etc. Très bien. Yeah. Mais ces recherches, ça s'est fait par hasard, la découverte de ce talent, ou bien il y avait une recherche systématique Pour découvrir ce pour talent? découvrir ce talent? Non, c'est juste, on sortait comme ça, mais Dans ce cas-là? Dans ce cas. Cas-là. Mais dans les autres cas, est-ce qu'il y a eu après une démarche, disons, de oui, recherche de talent? justement, Peter, ça continuait parce qu'il était devenu si emballé par cette histoire-là qu'il a continué à faire des recherches. Il a fini par trouver Hippolyte, Hector Hippolyte. Et moi, je n'ai pas vu le bar, mais on dit que c'est grâce à un bar qu'on avait sur la route de Semark qu'on a vu un écriteau illustré par Hippolyte. Et c'est ça qui a mené dans l'espace d'une année. Hippolyte a été si prolifique. Et puis, qu'il a commencé, même André Breton, quand il était venu en Haïti, il a trouvé que Hippolyte était vraiment un peintre intéressant. Oui. Il en a acheté quelques-uns d'ailleurs. Il y a une chose très importante aussi que Peters a fait. Même ses serviteurs, il a essayé de les pousser à travailler. C'est ainsi qu'il y avait un nommé Louis, il y avait plusieurs autres, n'est-ce pas, qui sont arrivés à rendre, à faire des tableaux intéressants. Et c'est pourquoi je pense que ce serait une idée pour le centre d'art de continuer un petit peu sur cet exemple. Parce que dernièrement, vous avez connu Joseph, un peintre qui était un balayeur, je pourrais dire, du centre d'art. Jaurelius, qui est un peintre extraordinaire aussi. Voilà. Donc, oui, c'est certain. Il y a des talents partout dans ce pays. Oui. Maintenant, comment se passaient les relations entre les différents peintres du centre d'art? Bon, il y a eu beaucoup de choses au centre d'art parce que le centre d'art menait une activité vraiment culturelle, je pourrais dire, parce que quand on devait faire les fresques, non pas les fresques, les peintures murales, parce qu'il y a une grande différence entre fresques et peintures murales. Donc quand on devait faire la peinture murale de Sainte-Trinité, le centre d'art a fait venir de Washington un peintre américain nommé William Calfee pour enseigner aux Haïtiens comment préparer les murs qui allaient recevoir ces peintures-là et comment préparer la peinture qu'ils allaient employer pour les protéger contre les insectes. Parce que les insectes attaquaient. Bon, et donc on est arrivé à faire ces choses-là, mais j'étais très content d'entendre, je ne sais pas si c'était Madame Jérôme qui avait dit qu'on a retrouvé les sketchs. Les esquisses, oui. Les esquisses de... Oui. Des peintures murales de Sainte-Trinité. De Sainte-Trinité. Et ça, c'est une bonne chose qu'il faut conserver. Absolument. Mais je ne sais pas où on les a trouvés. Ce n'est pas au centre d'art qu'on les a trouvés. Non, mais c'est drôle parce que cela appartenait à Rodman, Selden Rodman qui les avait, qui les gardait. Eh bien, c'est peut-être de la collection de Selden Rodman que c'est revenu au centre.
Non, ce n'est pas revenu au centre. Je pense que c'est aux États-Unis qu'on a retrouvé cette esquisse. Oh, je vois. Eh bien, ça était entre les mains parce que Rodman était très actif aussi dans ce travail-là. Et puis, il conservait Oui. les choses, les esquisses. Oui. Il doit y avoir des choses très intéressantes dans ces archives. Mais il y a tellement d'histoires. Par exemple, on dit que sa maison a pris feu. Mais on dit que c'était une combinaison parce qu'il a eu le temps de déplacer, ces choses-là. Vous voyez? Partout, il y a des gens qui se débrouillent comme il fait. Vous voyez? Donc, mais c'est intéressant quand même de savoir que ça existe. Oui, absolument. Yeah. Absolument. Yeah. Et quel que soit l'endroit où ça se trouve, on peut toujours les récupérer pour une exposition. Ce serait intéressant de faire ça. Yeah. Maintenant, justement, en parlant de ça, toute cette aventure des fresques, comment ça s'est passé? Qui a décidé qui allait peindre ces fresques ou pas? Comment ça s'est passé? Il y avait le bishop Vogli, qui était un homme remarquable. Oui. Le bishop Vogli de Witt-Peters. Quand on parle, vous avez remarqué que je reviens souvent sur des Witt-Peters parce que quand on parle de l'art haïtien, c'est difficile parfois de négliger ce nom. Tout à fait. Vous voyez? Et donc, Vogli de Witt-Peters et Selden Rodman. Mais il y a ces des trois histoires. Personnes qui ont élaboré. organisé ça, disons. Mais donc, ce sont eux qui ont décidé qui allait peindre quelle partie de l'église? Les artistes devaient présenter des projets. Des projets. Et alors, on choisissait quel projet pouvait occuper tel mur, tel ou tel mur. Merci. Oui. Laissez-moi une seconde. Je voulais dire à tout le monde que si vous avez besoin d'une toilette, en rentrant par les doubles portes de la terrasse en bas et en montant le petit escalier tout droit en face, là, il y a une toilette à l'intérieur. Hein, pour vous aussi. Je ne vous ai pas montré où ça se trouvait. En rentrant par la terrasse en bas, en face des doubles portes, en montant l'escalier, il y a une toilette juste là. Donc, on parlait des fresques. Donc, toute cette époque-là, en fait, la collaboration entre l'Église épiscopale et le Centre d'art a été très fructueuse. Parce que si, par chance, nous avons un musée, parce que presque toutes les œuvres partaient à l'étranger. À l'étranger. Donc, quand le centre et l'Église sont venus avec l'idée d'avoir un musée d'art haïtien, c'était une occasion intéressante. Donc, le bishop Vogli vivait encore, il était en Haïti, donc tout le monde, la collection que l'Église épiscopale avait, qui appartenait au Monseigneur Vogli, on a donné ça au musée. Il y avait une collection au Centre d'art aussi, qu'on a donnée au musée. C'est ainsi que le musée a eu, n'est-ce pas, quelques pièces importantes de l'art haïtien. Je pensais que le Centre d'art avait donné une partie de sa collection au musée aussi. Mais c'est ça que je viens de dire. L'Église épiscopale, le Centre d'art. Le Centre d'art aussi. Donc la collection du musée, c'est la collection de Monseigneur Vogli et des œuvres du Centre d'art qui ont été données pour... Exactement. D'accord, très bien. Alors, il y a eu... C'est pourquoi, dernièrement, j'avais suggéré d'avoir un tableau où le nom de tous ces gens-là qui ont apporté leur soutien au Centre d'art, d'une façon ou d'une autre, qu'il figure, qu'il ait une reconnaissance. Une sorte d'hommage. D'hommage. Oui.
parce que pour la construction du building, M. Cleveland Chase, qui était le président du Centre d'art, a fait beaucoup de mouvements là-bas De lever pour de avoir, fonds. justement, pour avoir les moyens de faire le musée. D'accord. Donc, c'est Donc, ainsi. même au niveau de il a- la il a- construction du musée, le Centre d'art était impliqué. Même au niveau de la construction même du... Oh oui, exactement. Donc, Ils ont été... on a vendu des œuvres aux enchères que le Centre d'art avait données. Donc, c'est une pour énorme contribution du Centre d'art, contribution. finalement. Oui. Et, en tout cas, je pense que, oui, Cleveland Chase s'est occupé de beaucoup d'autres mouvements. Mais il y a une chose aussi. La venue de Peters en Haïti fut motivée, fut et provoquée aussi par deux raisons. D'abord, on était en guerre. L'Allemagne, la France, les États-Unis. Bon. Alors, on était venu avec une politique de bon voisinage. Mais en réalité, je crois que cette politique de bon voisinage avait un but politique aussi. Alors, M. Chase ne voulait pas, parce que chaque citoyen américain devait soit aller à la guerre ou apporter sa contribution. Vous voyez, à la Je guerre. comprends. Alors, M. Cleveland Chase a fait des démarches pour que le gouvernement américain envoie Peters enseigner, mais enseigner l'anglais en Haïti. Alors, Donc, Chase était un ami de DeWitt Peters. c'était un ami c'est ça? de David Peters, c'est lui qui a fait les démarches. Je Mais comprends. c'était un homme remarquable. Je ne sais pas s'il était avocat ou quoi. Mais c'est un type qui, son travail, c'était de résoudre les problèmes entre travailleurs et employeurs. Je Donc, comprends. il avait des relations avec toutes ces grandes choses, industries, Je comprends. commerce. Donc, sûrement avocat, oui. Sur mon avocat. Alors, c'est lui qui, finalement, on a envoyé Peters en Haïti, grâce à ces démarches. Et puis, comme presque tous les étrangers qui viennent en Haïti finissent par être contents de... Oui. Donc, il est venu... Il a été ouais, mordu par le virus, il a été pris par le virus. Exactement. Donc, il a décidé de fonder le Centre d'art parce qu'il trouvait que le pays était tellement beau et qu'il fallait que le public ait un droit. Oui, c'est un accès à cette culture. Yeah. So, Maintenant, à cette époque-là aussi, à cause de la guerre, il y avait beaucoup d'intellectuels qui voyageaient. Quel est le rôle que ces intellectuels et artistes qui ont visité le Centre ouais, d'art, quel est le... c'est très important ça. Je venais de vous parler de Paul Keane, qui était professeur à Penn University de Philadelphie. Il est venu en Haïti, il a enseigné comment préparer une toile, comme la préparation et puis la technique aussi, comment dessiner et comment transporter un dessin sur une toile. Sur une toile. C'était très important. Ensuite, mais il y a une chose aussi qu'on doit signaler, à part des artistes comme Paul England aussi, des artistes américains qui sont venus en Haïti et qui
ont enseigné bénévolement. Il y avait les Cubains qui, surtout comme un Carlos Enriquez, surtout, qui a fait des démonstrations. C'est lui qui nous a vraiment montré comment préparer et comment faire une fresque. Ensuite, il y a eu plusieurs autres. José Gómez Sucres était un critique d'art et cubain aussi, qui a prononcé des conférences. Au centre d'art même. Non, Non, pas au centre d'art. comment est-ce qu'on appelle? Là où se trouve l'hôtel, le Plaza, c'était un club. Ah oui, d'accord. C'était un club. Alors, Et Wilfredo le Lam. surréalisme, Ah d'accord. parce que Une le conférence sur le surréalisme surréalisme. venait être à la mode, vous voyez. Donc, de toute façon, nous avons tiré beaucoup de choses de ça. Donc on peut dire que pour le futur du Centre d'art, une collaboration étroite avec Cuba et les pays environnants C'est très important. et l'extérieur en général. C'est pourquoi j'avais suggéré de maintenir les relations qu'on a avec Smithsonian, avec l'ambassade américaine, Tout à fait. parce que l'ambassade américaine, je ne sais pas pour quelle raison, mais c'est l'ambassade, quand il y a des visiteurs distingués importants, l'ambassade les envoie au centre d'art. C'est pourquoi il y a eu un secrétaire d'État qui était venu en Haïti. Il est venu avec toute son équipe de sécurité au centre d'art. Oui, donc il considère que c'est un haut lieu de la culture. Oui, on doit conserver ces Oui, choses-là. tout à fait, tout à fait. Absolument. Maintenant, si on revient un petit peu sur l'histoire du Centre d'art et votre histoire personnelle, Bon. on peut peut-être élaborer un petit peu sur parce que c'est toute une vie en fait de collaboration très étroite. Oui. Parce que il y avait deux Whit. Je me souviens quand j'ai commencé à travailler parce que j'ai appris la coupe. Ah d'accord. Comment c'est fait tailleur, un ouvrier. Et puis quand on voulait m'embêter, parce que mon langage créole avait un accent dominicain, un accent. Alors on a dit, on voulait m'embêter, rescapé. On m'appelait rescapé parce que à cette époque-là, vous comprenez, c'était après le massacre. Le massacre des Haïtiens, ça fait longtemps maintenant. C'est rêve pour mon connaître parce que massacre des Haïtiens. Mais ça frappait, ce qui m'a vraiment touché, c'est que les Haïtiens ont été massacrés par milliers par le gouvernement de Trujillo. Mais le gouvernement haïtien, c'était le président était un grand intellectuel haïtien à l'époque. C'était Esténio Vincent, docteur Etzlet. Vous comprenez? Il n'a pas fait de bruit avec ça, mais je pense que Vincent était tellement intelligent qu'il a préféré ne pas faire trop de bruit avec ça, ne pas mettre les Haïtiens au courant. La nouvelle est venue de Cuba. Alors Vincent a compris qu'on était, c'est ça que je pense, que nous n'avions pas moyen de contrecarrer un problème avec les Dominicains.
Mais le colonel Calix ne comprenait pas cette histoire-là, donc il vient de d'accord. Mais donc, quand votre famille est venue de la République dominicaine, vous aviez quel âge? J'avais 17 ans. À 17 ans. Ah, mais j'ai fait une oui, grande donc monde. c'était pas dans la plus petite enfance. Donc c'est pour ça que vous aviez cet accent espagnol. Oui, c'était ma faute. C'était votre langue, en fait. C'était ma langue. C'était votre langue. Donc, pour cette partie de l'histoire-là, donc, quand vous êtes arrivé de République dominicaine, parce que moi, je sais qu'au Centre d'Art, il y a eu De Witt comme présence très importante. Il y a eu De Witt, Francine et vous, pratiquement. Bon, celle d'Enrollment et Cleveland Chase aussi. Francine est venue après, bien tard après. Il y a eu la première secrétaire, c'était Doucette. D'accord. Rita Doucette. Je ne sais pas si vous avez vu. Non, je n'ai pas connu, Moi, j'ai connu le centre avec Francine et vous, en fait. Je vois. Après Doucette, on a eu Christine Saint-Lô. D'accord. Mais je voulais que vous parliez un petit peu de votre histoire, donc au centre, au cours de toutes ces années, ce que ça a représenté et dans votre carrière et je peux dire que... Et dans la vie du centre. Oui. C'est-à-dire, comme je vous avais dit, le centre était comme une grande famille. Donc, on faisait des excursions, c'est-à-dire pour stimuler le travail. Et puis, moi, je peux vous dire que c'est le centre qui m'a donné cette connaissance que j'ai pu obtenir. Comment on donc ça a été en fait un support à votre carrière? Bon, le fait de nous prodiguer des cours, voyez-vous, des cours par des étrangers, et je dirais experts qui savent ce qu'ils font, vous voyez. Qui vous ont donné des connaissances que vous n'auriez pas eues autrement. Et puis l'admission au centre était facilitée aussi. Facilitée. On n'avait pas... Figurez-vous que ma première contribution, c'était $2,50. $2,50 et puis j'ai perdu malheureusement la carte. Et puis on me donnait une carte et puis je devenais élève. Moi, je me considérais comme élève, mais le centre m'était membre. C'est ça, membre du centre. Du centre. Bon, à part de ça, il y a eu beaucoup d'émotions en voyageant de République dominicaine en Haïti. Parce qu'à ce moment-là, il fallait être très prudent pour ne pas être attrapé par les gendarmes dominicains. Oui. Vous voyez? Et alors, nous avons passé une nuit à marcher avec un guide qui avait laissé le pays pendant 10 ans. Ça veut dire qu'un pays qui n'avait que des sentiers, vous laissez ce pays, après 10 ans, les routes ne sont plus les mêmes. Oui, donc c'est un guide haïtien. Un guide haïtien, il était de Pontferrette. Et qui avait laissé la République dominicaine ou bien Haïti depuis 10 ans? Avait laissé Haïti. Haïti depuis 10 ans. Nous autres, nous ne connaissions pas la route. Du tout, oui, nous ne connaissions pas la route, donc c'était un borgne qui guidait un aveugle. Exactement. Voyez-vous, alors, nous avons passé toute une nuit à marcher parce qu'on nous a déposé, un camion nous a déposé dans un endroit qu'on appelle Limon. Mais le Limon, à la frontière haïtiano-dominicaine, c'est une marche terrible. Donc nous avons passé toute la nuit. Et puis, vers 1 h du matin, le guide qui nous dit
Mais nous retournons en République dominicaine. J'entends les coqs dominicains chanter. Comment il peut reconnaître un coq dominicain d'un coq haïtien? Vous connaissez. Il y a deux coqs le coq Venezuela. On va chanter même genre. Coq Venezuela. Ça, très comique. Et puis le jappement des chiens, il a dit, nous retournons en République. Sauf que nous avions dû rebousser chemin. Je comprends. Vous étiez quelque part perdu. Oh, Dominicains, tu comprendre que nous n'avons pas entré clandestinement. Oui, c'est sûr. À un moment où on tuait les gens. Oui, absolument. Alors, à ce moment-là, nous avons pris un petit peu plus de confiance quand le guide nous a dit nous arrivons sur la frontière haïtienne, rien n'est pas arrivé, nous. Oui. Grâce à Dieu. Heureusement. Maintenant, à l'époque de la fondation du Centre d'art, même s'il y a eu beaucoup d'aide de l'ambassade américaine et de Ruth Peters et Cleveland Chase et Selden Rodman étant américains, il y a eu toute cette aide-là. Et en plus, le Bishop Vogli, l'église épiscopale haïtienne étant un bras de l'église épiscopale américaine, il y a certainement eu de l'aide de ce côté-là aussi. Maintenant, je sais que le gouvernement de l'époque a tout de suite donné la reconnaissance d'utilité publique. Oui, c'est le gouvernement estimé. Estimé, c'est ça. Et donc, il y a quand même eu aussi une très grande aide locale à ce sujet. Oui, à ce projet. Justement, mais comme je ne sais pas si j'avais dit que la possibilité pour le centre d'avoir un local où loger l'institution, et c'était grâce à la subvention du président haïtien. C'est ça. C'était l'ESCO à l'époque. Oui, donc on peut peut-être revenir un petit peu sur cette participation haïtienne au projet. C'est-à-dire, donc il y a eu l'intervention Mais la participation haïtienne est tellement appréciable parce que dans la société haïtienne, si des intellectuels connus comme ces gens-là, que j'avais cités, n'est-ce pas, et ont écrit. La première personne qui a écrit une note sur moi, c'était Aublain Jolicoeur. Ah, d'accord. Tu vois, la première personne. Ensuite, Madame Paillère. Madeleine Paillère. Madeleine, oui. Elle a écrit sur la semence, je crois. Oui. Elle a écrit une chose très intéressante aussi. Donc, ces gens-là m'ont stimulé. Et ils ont joué un grand rôle aussi dans le publication développement. Oui, c'est ça. En écrivant sur Tamara Bossan passait son enseignement au centre, mais son mari, l'architecte Robert Bossan, mon cher, il s'est dévoué réellement pour le centre d'art. Je me rappelle qu'on voulait avoir un terrain qui appartenait à l'État pour construire le centre d'art en face de l'école, la faculté de médecine, une chose comme ça. Il y avait, là où se trouve le consulat américain, à côté. Donc, c'est l'ingénieur Robert Bossan. Ils ont formé un comité pour aller voir le président estimé. Je faisais partie de cette commission-là. Et puis, le président estimé a dit, vous ne savez pas, vous allez dépenser 50 centimes. 50 centimes pour payer symboliquement le terrain. Alors, c'est l'ingénieur Bossan. Il était devenu ministre après ça. Oui. Alors, l'ingénieur Bossan. C'est Robert Bossan, c'est ça? Robert Bossan.
le fils de celui Qui a construit le palais le palais, national. ça connaît, monsieur. Ah oui, d'accord. Alors, oui, l'ingénieur Bosson a fait un plan pour la construction du centre d'art. Mais le centre d'art n'a jamais été construit finalement. Finalement, parce qu'à l'époque, on n'avait pas les moyens d'exécuter le plan de Robert Bosson. Peut-être qu'on serait là jusqu'à présent, on ne sait jamais. Donc c'est finalement c'est le gouvernement qui a prêté une maison. Comment ça s'est passé? Non. Le premier local. Le premier local, ça appartenait à Villejuin. Mais il y a eu des subventions alors du gouvernement. Écoute donc, Villejuin. Alors Villejuin avait, paraît-il, une guldive presque au niveau d'un Wambabanco qui faisait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, donc il était sûrement très riche et n'avait pas d'enfants, n'avait pas de famille. On dit qu'il n'avait qu'une filleule, une fille, vous voyez. Et on dit qu'il l'a envoyé faire ses études à Paris. Ah d'accord. Donc quand Villejuin est mort, ses biens passaient soit au contrôle d'un tas de gens qui se réclamaient sa famille, et puis... C'est à ce moment-là que... Et puis le centre d'art qui voulait d'un local et la maison qui appartenait au Villejuin était fermée. Mais c'était sur le compte de la contribution. Et c'est grâce au gouvernement haïtien qu'on a pu trouver les moyens pour payer le local de cette maison. Très bien. Alors on est resté là jusqu'au déménagement à la Rivière-Loire. Très bien. Et ce changement-là s'est fait parce que vous aviez besoin d'un local plus grand, probablement. Le changement? Non, le changement s'est fait pour quelle raison? Le changement s'est fait parce que la personne qui recevait l'argent, je ne sais pas quelle était pour Villejuin, mais ça passait de temps en temps entre les mains d'un parent à l'autre. Vous voyez, parce qu'il y avait toujours des procès. Alors quand Yvonne Sylvain est venue nous dire que les héritiers de Villejuin veulent vendre la maison. Le centre d'art s'apprêtait à acheter la maison, mais Maître Avin et l'avocat du centre a déconseillé en disant que cette maison était toujours en possès et ce n'était pas prudent de l'acheter. Mais finalement, après, donc le centre est resté là, mais on réclamait la maison de temps en temps. Il fallait trouver un autre endroit pour remettre la maison. Et puis, un beau jour, qui est-ce qui s'est intéressé à la maison? C'était un gros macoute influent. Donc celui-ci pu acheter la maison parce qu'il avait la puissance qu'il fallait. Je comprends. Maintenant, quel a été le rôle du centre d'art à l'époque dans la vie intellectuelle et artistique du pays? Moi, je sais que c'était un lieu de rencontre, mais j'aurais aimé que tu élabores un peu sur ce sujet-là. Est-ce que ça a fait une différence, l'existence de ce centre, en dehors de la vie artistique, je veux dire, au niveau du débat, au niveau de... C'est très facile de comprendre. Si on prend par exemple
l'histoire d'Hippolyte. Hippolyte serait mort dans l'inconnu. Si ce n'était pas le centre d'art qu'il a fait, qu'il a fait et qu'il a lancé jusqu'à la reconnaissance, sa reconnaissance par tous les musées. Des gens comme André Malraux et comment s'appelle-t-il encore André Breton aussi. André Breton, le surréaliste. Bon, tout ce monde-là, ce grand monsieur-là. Et puis ça a fait la reconnaissance d'Haïti aussi. Tout à fait. Ça a contribué. Oui. Vous voyez? Vous aviez... Bon, il y a tellement de talents. Et ces talents-là, ils ont une personnalité différente. Par exemple, Hugo Benoît, n'est-ce pas? C'est un type, imaginez-vous, un Haïtien en train de vendre ses dessins à 13 000 $. C'est quelque chose. Oui. 13 000 $ un dessin. Incroyable. Hein? Donc tout ça aide l'artiste. Tout à fait. Vous comprenez? Donc, l'aide que le Centre d'art apporte aux artistes est très appréciable, je crois. Parce que je ne fais que citer deux ou trois. Oui, oui. Mais presque tous les artistes qui sont en train de vivre de leurs œuvres, n'est-ce pas, ça vient du mouvement. Tout à fait, tout à fait. Et on peut dire qu'avant l'existence du Centre d'art, il y avait très peu de choses qui existaient pour encadrer les artistes. Et il n'y avait pas de galerie, en fait. Non, mais justement, je viens de vous dire qu'il n'y avait que quelques intellectuels, C'est ça. vous voyez, qui appréciaient. Qui s'intéressaient. Là. C'était une démarche plus personnelle que de société. C'est pourquoi je trouve que cette contribution des médias, voyez-vous, je ne sais pas pourquoi on ne continue pas ça. Parce que maintenant pour avoir une note dans un journal, vous devez payer. C'est ça. Voyez-vous, à ce moment-là, on cherchait... Mais il faut peut-être qu'on les mette en face de cette réalité-là aussi. Oui, mais l'histoire, c'est que c'est le monde qui change. Tu vois? On ne donne pas comme un type comme Albert Mongonès qui laissait son travail pour venir accepter de participer à une réunion, n'est-ce pas, où c'est lui et les autres qui vont donner des conseils et dire ce qu'il faut faire. Vous comprenez, sans réclamer. L'avocat est Léger, Maître Léger, Georges Léger, qui a passé toute sa vie, je pourrais dire, à servir le Centre d'art sans réclamer de l'argent. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'était une époque différente. Donc oui, c'était différent de l'époque, mais il faut considérer ça comme un support appréciable. Absolument, absolument. N'est-ce pas? Il y a tellement de choses. Oui. Mais parfois, quand on parle de quelque chose, ça vous fait penser à autre. C'est ça, exactement. C'est ça. En tout cas, jusqu'à présent, on a parlé à bâton rompu. Je ne sais pas si tu veux qu'on prenne peut-être 5 minutes pour peut-être voir ce dont on n'a pas parlé et reprendre. Vos interventions sont les bienvenues. Hein. Donc on peut recommencer par ton histoire personnelle, ce qui a précédé votre départ de République dominicaine. Tu parlais de ta relation, de la relation de ta mère avec un ami à elle qui avait permis que vous ayez des informations qui vous ont poussé à partir. C'était un consul haïtien, comme je venais de dire, qui était l'ami de ma mère. Et puis un jour, il est venu 5 ans avant le massacre des Haïtiens. Donc c'est une affaire qui était méditée. Oui, de longue date. De longue date. Parce que je crois qu'à ce moment-là, c'était Trujillo qui était le président de
la République dominicaine. Et je pense que Trujillo voulait se venger de ce que les Haïtiens ont passé 24 ans en République dominicaine. Il ambitionnait, d'après ce que je pense, avoir, mettre la pièce en Haïti. C'est mon impression parce qu'il y avait plusieurs politiciens haïtiens qui, quand ils voulaient arriver au pouvoir ou voulaient un avantage politique, traversaient là-bas pour consulter Trujillo. Donc, quand pour le massacre des Haïtiens, ce consul est venu dire à ma mère, Madame, si vous pouvez laisser le pays parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Donc, ce serait plus prudent de quitter le pays. C'est alors, mais ma mère a attendu 5 ans avant de quitter le pays. Elle a quitté le pays quand elle a vu qu'elle était en danger avec ses enfants. Donc, c'était un après-midi. On a pris un camion vers 4 heures de l'après-midi qui ne pouvait pas traverser la frontière, mais pouvait nous déposer à Limon. Limon, c'est du côté dominicain. Mais de là, on devait marcher pour atteindre la frontière haïtiano-dominicaine. Mais nous ne connaissions pas la route. Nous avions un guide qui avait laissé le pays pendant 10 ans. Donc il vivait en République dominicaine. Mais après 10 ans, une route qui était comme un sentier avec des arbres a changé. Ne pouvait pas être là, avoir le même aspect qu'auparavant. Oui. Donc il s'est trompé de route. Au lieu de marcher vers Haïti, il marchait de retour en République dominicaine, à une époque où les militaires dominicains ne vous donnaient pas d'assurance parce qu'ils étaient aussi des assassins. Ils assassinaient les Haïtiens. Donc, quand il a entendu des chiens aboyer, il dit des chiens pognols, mais ces chiens-là étaient des chiens dominicains. Alors, il a entendu des coqs chanter aussi. Donc, il a dit, nous retournons en République dominicaine. Et c'est alors qu'il a rebroussé chemin. On a marché jusqu'à longtemps avant, mais tout en souhaitant de ne pas rencontrer des Dominicains, parce que si on rencontre des Dominicains à une époque où ils sont en train d'assassiner les Haïtiens, donc c'est fatal. Oui, c'est certain. Alors, on a marché jusqu'à ce que finalement le guide nous a dit, bon, nous arrivons sous frontière haïtiano-dominicaine. Et puis, ça, nous... Est-ce qu'il y avait beaucoup de... C'est bon Fonverette. Bon Fonverette. Mais Haïti, ça, c'était un coup un paradis. C'est-à-dire recouvert d'arbres. Vous comprenez? Avec étang, quoi, regarder, bagaille merveilleux. Vous comprenez? Allez qu'il est... mais, Fonverette là, il n'y avait pas de douane, il n'y avait pas de... Enfin, on entrait là librement comme ça. Mais on était inquiet parce qu'on ne savait pas
qui allait nous loger. Nous loger. Oui. Nous pas Oui. Et puis, mais heureusement que le conducteur, le type qui nous conduisait, était de l'endroit. Donc, en fait, vous n'aviez pas de parents ni quoi qui que ce soit Non, en non. Haïti? Nous avions de parler. Je vais vous en parler parce que ça continue. Et puis le type nous a dit de ne pas nous inquiéter, qu'il va tout arranger. Il nous a amenés chez des amis de vieille date. Et puis on nous a logés, on a très bien accueillis, mais l'un d'eux nous a dit: vous devez aller demain matin très tôt au commissariat de police, poste-police, vous faire inscrire. Allez, qu'il laissait l'en aller. On s'est fait inscrire comme arrivé de République dominicaine. Et de là, on a passé 3 jours dans une ambiance comme un paradis, parce que franchement. Et puis de là, on est allé à Font-Parisien. À Font-Parisien, nous avons été invités par une personne qu'on connaissait en République dominicaine. De là, nous sommes allés à La Tremblay. La Tremblay, c'est tout près de Croix-des-Beaucaires. C'est là que mes parents étaient et ils nous ont accueillis avec joie. Donc, nous passons quelques temps à La Tremblay. Donc, La Tremblay, mais on nous avait dit, en Haïti, les gens sont tellement propres. C'est ça que nous avions en tête. Sont tellement propres que même il ne crachera pas par terre. Et puis, quand je suis arrivé à Port-au-Prince, la première fois que je suis arrivé à Port-au-Prince, qu'est-ce que j'ai vu? Une dame au coin de la grande rue et rue Macajou, qui se tenait la robe comme ça, et puis qui pipait, et il faisait pipi. Il faisait pipi dans la rue. Ça contredisait ce qu'on vous avait dit. C'est qu'on m'avait dit. Aïe, aïe, aïe. Et puis, justement, on dit, bon, donc, ma mère, il y avait une vieille dame qui s'appelait Tilo, mais elle était vraiment élégante. Et puis, mais elle avait beaucoup de connaissances dans la culture vaudou. Vaudou. Donc, cette dame-là nous a logés. Et puis, moi, j'avais très peur des couleuvres, mais sa maison était en paille, en chaumière. Et je lui ai dit, et puis un jour, j'ai rêvé qu'une couleuvre s'approchait de moi. Et puis j'ai crié, et puis je me suis réveillé. Et puis quand je lui ai expliqué ce que j'ai vu en rêve, elle a dit, à Bonocho. À Bonocho. Moi qui venais de République dominicaine, qui avait comme langue maternelle l'espagnol. Je ne comprenais pas qu'est-ce qu'elle voulait dire à Bonocho, mais elle était vraiment élégante. Quand elle parlait, elle se déplaçait, on la regardait et on était vraiment impressionnés. Donc, à Bonocho. Est-ce qu'il y avait d'autres réfugiés là où vous étiez, non? Non. Non.
C'était pas encore le grand exode alors, c'était non, un petit peu avant. l'exode, en même temps se faisait la grande exode, mais d'accord. en même temps, mais nous autres, nous avons eu la chance de choisir un endroit où Il n'y avait pas trop de monde. où il n'y avait pas de police, Ouais. de gendarmes, parce que il y a, ma mère avait une amie qui avait un fils de 20 ans, jeune garçon, qui voulait se rendre en Haïti pour y attendre sa mère, qui était restée en République dominicaine. Et puis, un gendarme dominicain l'attaque. Il essaie de se défendre, mais le gendarme avait son fusil avec une baïonnette, chose comme ça. Donc, c'est en vain qu'il a essayé de se défendre. Finalement, on l'a tué. Et cette dame a passé toute sa vie avec ce qu'on appelle une robe de sac. Sac colette, Donc, c'est ainsi que quand on voulait m'embêter, comme je l'avais dit, m'embêter à l'atelier où je travaillais, parce qu'en République dominicaine, pendant que j'étais à l'école, j'apprenais la coupe. J'apprenais, donc je suis tailleur. Et puis j'ai commencé aussi la musique. J'avais commencé la musique, excepté la peinture. Et puis... Donc on t'appelait quand on voulait te oui, taquiner? quand on voulait m'embêter, on me disait rescapé. Rescapé parce que c'était... Ouais, c'était un vrai rescapé. C'était un vrai rescapé. On a eu à marcher tout ce temps-là pour sortir du danger. Ouais. Donc, une épopée. Donc, les Haïtiens, vraiment, ça, c'est une partie de l'histoire. Tout à fait. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Madeleine Paillère, par exemple? Bon, de son rôle au sein. je la compte parmi les écrivains qui ont vraiment inspiré par leurs écrits, inspiré et leur présence aussi. Mais il y a des écrivains qui étaient, tous ces gens-là étaient considérés comme des membres supporters. Alors, il y a des écrivains qui ont soutenu la chose, l'initiative, par leur présence. Ils venaient, ils parlaient, ils parfois suggéraient. Mais ce qui est important, c'est que souvent, je ne sais pas si combien de fois par semaine, mais souvent apparaissait sur la colonne des journaux importants quelque chose sur l'art, quelque chose pour encourager pour le mouvement. Vous comprenez? Alors, j'apprécie cette chose, je la considère comme... Et je même considère comme professeur les gens qui faisaient des critiques, les gens qui regardaient, par exemple, je peux dire que, enfin, Albert et Véronique, je les ai considérés comme mon professeur parce que ces gens-là venaient chez moi et regardaient mon travail et disaient ce qu'ils pensaient. Vous voyez, donc ça c'est un avantage extraordinaire. Alors un jour, je venais de faire une aquarelle sur le WAF de Port-au-Prince, WAF Jérémie, une aquarelle. Le sujet, c'était un coiffeur qui n'avait pas de rasoir et se servait d'un morceau de bouteille pour faire son travail.
Alors, quand j'ai apporté cette aquarelle au centre, et puis quelques jours après, le centre m'a dit, il y a un jeune ingénieur qui vient du Mexique. Il paraît qu'à ce moment-là, l'ingénieur avait étudié à Paris, mais il était passé au Mexique, qui vient d'acheter votre tableau. Le tableau, c'était vendu pour 7 $. Mais j'étais tellement content d'avoir ces 7 $, parce que ça me permettait de payer 2,5 $ au centre d'art par mois, comme membre. Vous voyez, Et le jeune ingénieur, c'était Albert Mongonès. Albert Mongonès. Mes amis. Bon, ça c'est une partie des gens qui ont vraiment stimulé l'art de leur façon. Il y a, moi je pense que Philippe Toby Masselin, je pense à lui aussi parce que c'était un écrivain très raffiné, ce type-là. Voilà. Il faisait du centre dans sa maison. Oui. Il était là presque tout le temps, n'est-ce pas? Et ces gens-là, par leur conversation, et leurs conseils, des choses comme ça aide beaucoup. Donc c'est pourquoi je compte tous ces gens-là, même les écrivains qui écrivaient sur les journaux. Je me rappelle Aublin Jolicoeur, par exemple. C'est le type qui, le premier, a écrit une note sur moi. Mais Madame Paillère, Madeleine Paillère, elle m'a cité comme espoir de l'art haïtien dans son écrit. Et tous ces gens-là, je les considère comme vraiment supporters importants. Qu'est-ce que tu penses de ce que Madeleine a écrit au sujet de la tendance qu'avaient les Américains au Centre d'art, Selden et DeWitt Peters, à vouloir classer les peintres du Centre d'art en différentes catégories? Et Madeleine disait que les peintres du Centre d'art avaient beaucoup résisté à cette tendance qu'avaient Selden et DeWitt à vouloir absolument faire une distinction entre ceux qui avaient des techniques plus sophistiquées et qui connaissaient la perspective, etc., en opposition aux peintres naïfs. Est-ce que tu te souviens de... Il y a beaucoup à dire au sujet de la pensée de Madeleine. Parce que après un temps, on a eu ce qu'on a appelé le foyer des arts plastiques. Voyez-vous, qu'est-ce que c'était le foyer des arts plastiques? C'était des peintres qui avaient fait travailler au centre d'art, qui décident de fonder un foyer où ils enseigneraient la peinture, le dessin, etc., l'art. Alors, parce que ces peintres pensaient que le centre d'art encourageait le mouvement primitif et que leur cachait la véritable connaissance qu'ils doivent avoir. Alors, ils sont allés fonder le foyer des arts plastiques. Mais est-ce que tu penses qu'il y avait vraiment une raison que le centre encourageait vraiment les... Bon, l'encouragement pour les arts primitifs en Haïti est venu du fait que le critique cubain, José Gómez Sicre, est venu en Haïti avec une exposition de peinture moderne de Cuba que les artistes cubains avaient exposé au musée d'art moderne de New York. Et comme ça avait beaucoup de succès, le centre d'art
voulait montrer ça aux Haïtiens. C'est ainsi que la plupart de ces œuvres-là ont été montrées au Centre d'art. Mais José Gómez Sucres fut invité un jour à la réunion du comité du Centre d'art. Et pendant qu'il était là, Peters a montré ce qu'il avait recueilli des gens qui ne venaient pas encore au centre, mais qui avaient envoyé quelques exemples de ce qu'ils faisaient, de leurs œuvres. Alors, quand José Gómez Sucres a vu une peinture de l'ouverture poisson, l'ouverture poisson était un officier d'aviation. Alors, José Gómez Sucres ensuite a vu un tableau de Philomène Aubin. Mais il a dit, mais wow, quel talent, ce sont des gens à encourager. Et c'est alors, comme j'avais dit, que DeWitt Peters est venu plus enthousiaste pour l'art primitif. Mais l'intention de DeWitt Peters, c'était de développer un art culturel, c'est-à-dire un art qui était l'inspiration des Haïtiens. Oui. Il ne voulait pas s'imposer non plus. Non, vous comprenez? Alors, finalement, il est parti à la recherche de ces gens-là, voyez-vous, qui étaient des artistes, mais qui n'étaient pas connus. Oui. Donc, il a fini par découvrir Hippolyte, qui est mort très peu de temps après sa découverte, mais qui a eu le temps d'intéresser même Breton. Oui, oui. Vous voyez? Donc, au fond, il n'y avait pas vraiment d'encouragement à peindre d'une façon ou d'une autre au Centre d'art. Il y avait une certaine liberté. Les cours étaient fournis, mais on n'essayait pas de formater les artistes. Exactement. D'accord. Alors, c'est ainsi que j'étais bien. Donc, mais l'avantage du Centre d'art aussi, c'est qu'à cette époque-là, on a eu tellement d'artistes étrangers à venir en Haïti et disposés à prodiguer leur connaissance sans intérêt. Oui, oui. Voyez-vous, alors, c'est ainsi qu'on a eu des Américains qui faisaient des cours dans des universités de renom là-bas, telles que la Penn, l'université de Pennsylvanie. Donc, ces gens-là, ces artistes-là ont contribué de cette façon aussi à promouvoir l'art haïtien. Il y a eu aussi des Cubains qui ont enseigné des techniques intéressantes aussi, comme la technique de la sérigraphie, pardon, pas la sérigraphie, mais la technique de la peinture fresque. Ah d'accord, de la fresque. Et de la peinture murale. Ensuite, la décoration aussi, comment faire la décoration. Carlos Enriquez, c'était l'un des peintres cubains à enseigner ces choses-là. Donc, au fond, la classification naïf et autres, c'est surtout dans un but commercial, on pourrait dire. C'est-à-dire que c'est plutôt au stade de la vente que cette démarche-là s'est faite. Ça, c'est une belle question. La question de primitif était d'abord une question culturelle. Vous comprenez? Celui-ci est un peintre primitif, mais ça n'empêche pas qu'il
produisent des choses intéressantes. Donc ça, c'est une chose purement culturelle. Mais le côté commercial, c'est que quand ce mouvement commençait à prendre corps au centre d'art, le centre d'art qui n'était pas une galerie, dut avoir un endroit où disposer des choses qui pouvaient se vendre parce qu'il fallait payer le loyer, il fallait entretenir les employés. Et c'est arrivé à Alors, combien de temps après la fondation du centre d'art? Le problème, c'est que les Américains donnaient une subvention. Le gouvernement haïtien donnait une subvention aussi. Et je crois que même les départements, l'ambassade américaine, même l'ambassadeur américain pour la construction du musée a contribué. Et, donc il s'agissait à un moment donné de pouvoir faire face aux dépenses. Aux dépenses. Et quand est-ce que ça a commencé? Alors, quand ça a commencé à marcher, tu sais que il y a toujours des gens qui veulent profiter des circonstances. Alors, les gens qui ont vu qu'ils pouvaient réaliser pour leur poche ont commencé à faire et à s'intéresser au commerce de la peinture aussi. Bien sûr. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que les choses... Maintenant, par exemple, des intellectuels comme Brière ou Jacques Roumain ou Saint-Camille, est-ce qu'ils ont eu des relations très proches avec le centre? Bon, ils visitaient le centre. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand ces gens-là visitaient le centre, voyez-vous, c'était des gens qui pouvaient parler de la peinture, parler de telles choses, vous voyez. Oui, bien sûr. Donc ça faisait... Donc tout ça crée une ambiance d'encouragement. Tout à fait. Et de débat. De débat. Donc on a eu des revues aussi au Centre d'Art. Une revue, numéro, je ne me rappelle pas le numéro de la revue, mais ça apparaissait. Et là, on avait l'opportunité aussi d'écrire. D'écrire. Et quand ces jeunes de la ruche apparurent, les anciens journaux comme les grands journaux qui étaient là déjà avaient tellement écrit que ça avait motivé beaucoup de gens aussi. Bien sûr. Vous comprenez? Maintenant, comment est-ce que le Centre d'Art a réussi à passer à travers les remous politiques du pays? Bon, voilà, sans problème. Sans problème. Parce que vous allez voir ça dans le statut du Centre d'Art. Vous voyez, le Centre d'Art est une institution qui ne doit pas se mêler dans la politique. Les conversations sur la politique étaient pratiquement interdites. Mais même sans se mêler de politique, on y était jusqu'au cou dans certaines époques. Naturellement, mais, ça mais il fallait... Mais problème. On ne peut pas sortir de la politique. Même quand on dit qu'on ne fait pas de la politique, on le fait pour vous. On le fait quand même, oui. Non. Oui, c'est sûr. Donc on peut dire qu'on a été épargné pour des raisons peut-être qu'on n'arrive pas à bien définir. Mais quand même, le centre a eu la reconnaissance d'utilité publique. C'est ça, oui. Sous-estimé. Le centre pouvait avoir une délégation qui était envoyée voir le président. Oui. Le président. Il y avait Robert Bossan, il y avait Dewitt Peters, je ne me rappelle pas les autres. Moi, je faisais partie aussi de cette chose. Donc, mais est-ce qu'il y a eu des relations entre le Centre d'Art et le gouvernement de Duvalier, par exemple? Est-ce qu'il y a eu des délégations qui ont été envoyées à certains moments ou pas? Non? Bon, je crois que le gouvernement de Duvalier
enfin, c'est la seule chose que je peux dire, c'est que il y a des poches qui achetaient des tableaux. Ah oui, c'est vrai. Oui. C'était un Les collectionneur. tableaux. Des poches. Mais je crois que Duvalier a eu quelques pièces intéressantes. Ah oui? Il y Ah a- oui? je crois qu'il a eu, je ne sais pas combien de tableaux, mais il a eu un Hippolyte, il a Ah oui? eu Hugo Benoît. Ah oui? Oh, Tiens. quand on m'a arrêté, n'est-ce pas, et qu'on m'a questionné, il- parce que j'allais partir, et puis à l'aéroport, on m'a, il fallait, il y avait un cahier, voyez-vous, on consultait les cahiers, et si votre nom, Oui, il il fallait une figurait, autorisation. Oui. vous ne pouviez pas voyager. Donc, j'ai passé 3 jours au quartier général Ah oui? de la police, Sous François Duvalier. sous François Duvalier. Dans quelles circonstances exactement? Bon, on dit qu'on m'a confondu, mais ça ne, Avec un autre ça, Antonio ça, Joseph? ça ne compense pas Non, certainement pas. parce que j'ai subi. On m'a confondu Sûrement. avec un Joseph Antonio qui était recherché Ah, d'accord. on savait très bien que ce Joseph Antonio était au Mexique parce qu'il D'accord. avait tout le sauf-conduit de l'ambassade mexicaine. On savait très bien ça, mais malgré ça, j'ai passé 3 jours sans manger. Donc on t'a fait payer cher de porter le nom de Antonio Joseph. C'est l'antonyme, c'est pas tout à fait. Mais ça ne devait pas arriver. Non, certainement pas. Donc, Est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce que j'ai oublié des choses? Est-ce que on... J'aurais posé une question simple comme c'est quoi un de tes plus chauds souvenirs de l'époque? Qu'est-ce qu'il a Ah oui. marqué? quoi? Quel est ton meilleur souvenir du centre d'art, de tout ce qui s'est passé pendant toutes Ah, ces mais années? vous savez, quand des étrangers venaient au centre d'art, il y a des étrangers qui m'étaient confiés. Par exemple, il y a Doris Rosenthal qui était un artiste américain. Et alors, je l'accompagnais. Ça m'a profité aussi parce que j'ai pu voir la technique de ces gens-là qui travaillaient devant moi. Ah, absolument. Donc, une fois, nous avons passé quelques jours dans un hôtel de Boston à Tinskoff. Et ensuite, quand elle sortait au marché, à cette époque-là, Port-au-Prince n'était pas comme aujourd'hui. On pouvait trouver un endroit où s'asseoir et peindre la nature. Ah, d'accord, oui. Maintenant, on ne peut pas faire ça. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de place. Alors, là, je sortais quand on me donnait ces américaines-là, je sortais avec elles et ça m'aidait Oui, à avoir plus de bagages dans le métier. oui, oui. Et puis, un jour, Doris Rosenthal m'a dit, et pourquoi vous n'appliquez pas pour une bourse de la Guggenheim? N'est-ce pas, je vais vous supporter. Alors, si on ne vous donne pas, on ne vous accorde pas la bourse à la première demande, tu insisteras, tu écriras encore. Et puis, je l'ai fait. Mais j'ai eu la chance d'avoir des gens très importants à me supporter parce que la Guggenheim, avant de donner la bourse, devait trouver des références. Des références. Donc, j'ai eu, par chance, je crois que c'est directeur des droits de l'homme à l'ONU. Il est allé à la fondation avec un tableau de moi qu'il avait acheté. Je suppose que ça a beaucoup aidé, n'est-ce pas? Ça, Bossan,
qui était bien connu aussi comme enfin, fonctionnaire dans les choses hôtelières, des choses comme ça. Aussi, j'avais donné Boston comme référence. Donc, cette bourse a été accordée et tu as passé J'ai passé une année comme boursier aux États-Unis. Après ça, mais vous savez ce que je faisais, parce que ces bourses-là ne se donnaient pas aux élèves, aux apprentis. C'était des gens qui devaient aller faire des recherches. C'est ainsi que j'ai passé presque toute l'année à visiter le Metropolitan Museum pendant presque 3 fois par semaine. Et puis, je me rappelle, une fois je suis allé voir Pierre Boudel qui avait exécuté les murs de la cité de l'exposition. J'ai travaillé avec lui aussi, ici en Haïti. Et puis, Pierre Boudel m'a dit, mais pourquoi vous ne venez pas travailler avec moi? Comme ça, vous auriez des argent. Il était aux États-Unis alors? Aux États-Unis, Ah, j'aurais l'argent américain et de la fondation et l'argent de son atelier. Je lui ai dit, ah, je ne peux pas parce que la bourse m'interdit de travailler. Donc j'ai refusé. Donc cette année a été très profitable, cette année. Oh oui. Ensuite, je me suis appliqué pour une prolongation de la bourse, mais cette fois, on devait m'envoyer au Mexique. C'est aussi que j'ai passé quelques mois au Mexique. Ah, d'accord. Il y a tellement de choses à dire qu'on devait les noter peut-être. Peut-être qu'on refera quelque chose. Est-ce que vous peignez encore? Bon, je pense, parce qu'on dirait que c'est un vice, Donc, j'essaie de peindre. J'ai dessiné presque tout ce que j'ai fait cette fois-ci. Et ce sont des dessins sketch de New Rochelle, parce que j'ai passé quelque temps avec Antonio Junior à New Rochelle. Tu as repris des anciens dessins? Non, de New Rochelle. Ah, de New Rochelle, d'accord. De mémoire alors? Pas de mémoire. Non, je n'ai pas compris. Il était à New Rochelle avec son fils. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Oui, dessiné là. Donc tu n'as pas vraiment peint ici depuis que tu es là? Bon, j'ai une grande toile que j'ai dessinée ici, mais le sujet c'est de New Rochelle. Ah, d'accord, je comprends. C'est pas encore peint, mais... Est-ce que tu as réussi à réparer les tableaux qui étaient abîmés? Bon, faire la restauration des tableaux qui ont été abîmés? J'ai essayé de réparer ça et on trouve ça très bien, je ne sais pas. Oui, tu as fait la restauration? J'ai essayé de le... Parce que ça fait une grande différence quand vous réparez ce que vous avez fait. Bien sûr, vous voyez, c'est difficile. On a essayé de réparer les peintures murales du palais du tourisme au bicentenaire, ces choses-là. Parce que Pierre Boudel, qui était un Français qu'on a fait venir pour faire sa décoration, il avait demandé au gouvernement, voyez-vous, de faire des tentes pour protéger ces choses-là, parce qu'on avait une série d'histoires d'Haïti que Boudel avait illustrées, mais c'était tellement intéressant, ça partait de la découverte d'Haïti jusqu'à Soulouk. Voyez-vous, regardez tous ces tableaux, comme ça, mes amis, on a laissé... Il a dit qu'il fallait faire quelque chose, une tente pour les protéger, mais on n'a jamais fait ça, et puis les choses sont disparues. Alors, pour le building qui se trouve, là où se trouve
le service du tourisme, quelque chose comme ça. Il y avait une peinture murale aussi Oui, là. Mais cette peinture murale, on a appelé quelqu'un pour le retouchement, mais cette personne-là l'a Abîmé, changé, oui. l'a changé entièrement parce que Oui, oui. il ne sait pas comment Oui, on a un suivi métier. la technique, le métier. Vous comprenez? Donc, c'est bien dommage. Oui. Il y avait aussi un grand tableau au milieu de la rue. L'esclave Je me souviens de ça. brisant, Je me souviens de ça. l'esclave brisant les Les chaînes. chaînes. Vous voyez, tout ça, ça a disparu. Mais ça n'a pas disparu il y a tellement longtemps. Tu ne sais pas? Et Ça même, fait quand même un moment. je ne sais pas si c'est vrai, mais on a essayé d'abîmer le marron inconnu là. Ah oui, de temps en temps. On va refaire une autre fois, parce qu'on ne veut pas quand même trop te fatiguer. Mais on va regarder ce qu'on a recueilli aujourd'hui. Et puis à un autre moment, peut-être qu'on peut faire un autre entretien Oh, ok, ok. pour compléter ce qu'on a. Je ok. pense que ce serait Ok. important de faire ça parce que c'est très intéressant. Oui. Ouais. Thank you.